C'est quoi ton plus gros complexe, Mohamed? C'est mon ventre. Ah ouais? Ouais. Le président de la République, donc monsieur Emmanuel Macron, aimerait vous avoir dans la délégation algérienne. Je lui dis mais pourquoi faire? Pourquoi moi? C'est quoi le... J'ai du mal à comprendre en fait, je connaissais pas moi ce format de... Donc il m'explique et je lui dis écoutez, est-ce qu'on peut se rappeler parce que c'est pas le moment, etc. Donc il me rappelle. Dans ce nouveau numéro du Foodcast, les amis, j'ai le plaisir de recevoir certainement le chef le plus gominé de France. Mohamed Cheikh est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Mohamed? Et écoute, tu m'as bien décrit. Mec, il faut qu'on parle tout de suite de cette coiffure, comme ça on va évacuer le sujet. Exactement. Quel est le secret de cette coiffure exceptionnelle? Écoute, je vais te dire, j'ai eu la frustration de pas être italien. Je me suis dit que j'allais le répartir dans les cheveux. Ouais. Non, blague à part. Écoute, Il y a un budget énorme. Il y a un budget énorme. Avant, je faisais des défrisages. J'ai arrêté de le faire parce que c'est très mauvais pour les cheveux. Ok. Du coup, maintenant, j'utilise un gel qui colle très bien. Le secret, c'est de se peigner les cheveux bien comme il faut, de plaquer ça pour ne plus que ça bouge la journée. Ça bouge pas du tout là. Alors, je suis assujetti à la température et au climat extérieur. Donc quand il pleut. C'est compliqué, il faut mettre une capuche. Bon, déjà merci d'être là. On va parler un peu de ta vie et de tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu as une actu de dingue, mais déjà, retour il y a quelques années, tu es né en 92, tu as grandi à Fontenay-sous-Bois. Dans quel type de famille? Écoute, j'ai envie de dire normalement constitué. Ouais. Non, de deux parents issus d'origine algérienne, avec un petit frère. J'ai arrêté de compter, donc il est né en 95, ça doit faire 31 ans, je crois. Ouais, bah ça fait 3 ans plus de moins que toi, quoi. Ouais, mais comme j'ai eu 31 et que je suis en fin d'année, le calcul est compliqué. Ouais, bon, ok, bon. Voilà, une petite sœur de 24 ou 25 ans aussi. Donc t'es l'aîné. Je suis l'aîné, ouais. T'es le grand frère. De 3, voilà. Passionné de la cuisine depuis très tôt, puisque c'est pas une histoire de conte, hein. Mes parents bossaient beaucoup. Et donc ils faisaient quoi tes parents d'ailleurs? Alors ma mère a toujours été coiffeuse. Ah, tout s'explique. Écoute, oui et non, puisqu'elle est pas très d'accord avec ce que je fais. Elle te dit quoi? Laisse tes cheveux naturels, mon fils. Déjà, et puis elle me dit tu vas défoncer ton cuir chevelu, etc. Ouais. À chaque fois j'ai le droit, fais voir comment ton coiffeur t'a coupé. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc coiffeuse. Et mon père, il a un peu fait tous les métiers du monde, je dirais. Ouais, voilà, il a été directeur de magasin, je sais pas si on peut citer des marques ou pas, mais... Ouais, on peut, on est sur YouTube. Directeur d'un Franprix, il a été préparateur de commandes, il a fait chauffeur pour des enfants avec des situations de handicap, il a fait du transport de marchandises, enfin, il a fait vraiment plein de choses comme un bon père de famille qui fait en sorte d'élever ses enfants correctement. Tu décrirais ton enfance quoi? Heureuse? Très heureuse, j'ai grandi dans un quartier populaire, comme on peut les appeler. Et je crois qu'au-delà de l'école, donc du cursus scolaire lié à la direction départementale du Val-de-Marne, c'était quand même une petite plus-value parce que il y avait une grande mixité sociale et mixité tout court. Et je pense que c'est la plus grande richesse que j'ai eu la chance d'avoir. Mais ouais, très très heureux, j'ai kiffé la life, bien entouré, très bonne famille. Voilà. Et la grand-mère aussi quand même, il faut qu'on en parle parce que je crois que c'est elle qui t'a un peu donné le goût de la cuisine. Ma grand-mère du coup, c'est elle qui venait me chercher. Pratiquement tous les jours à l'école, parce que mes parents travaillaient beaucoup, et donc origine algérienne aussi, et finalement, ils sont venus en France il n'y a pas longtemps, puisque 62, ça commence à faire maintenant, mais c'est pas si vieux que ça. Ouais. Et donc ils ont gardé quand même cette culture aussi culinaire de l'Algérie, donc elle m'a transmis, et à chaque fois elle me disait, écoute, j'ai un rapport très proche avec ma grand-mère, et elle me disait, au lieu de regarder des animés, etc., viens avec moi en cuisine, viens m'aider, éplucher les pommes de terre, etc. Donc comme je l'appréciais, je venais pour partager un moment avec elle et tout. Et au fur et à mesure, comme j'ai toujours aimé manger, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Je faisais souvent la cuisine avec elle et j'ai arrêté de regarder les dessins animés, je commençais à regarder les documentaires sur la cuisine. Ah ouais, à quel âge? C'est pas un mensonge, hein. Je dirais 8-9 ans. Waouh. Ah ouais. J'étais passionné par Bon Appétit. Avec Joël Robuchon. Ah ouais. Jean-Pierre Coff, Maïté. Vraiment, c'était très tôt un vrai kiff. J'ai toujours su ce que j'aimais manger ou pas, et j'ai compris plus tard que je voulais être cuisinier, bien sûr, mais en tout cas très tôt passionné par ce métier. À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ce métier-là que je veux faire? Je pense que les cuisiniers, on a un truc en plus dans le palais que les autres. Il y a peut-être une émotion supplémentaire à manger ou à se nourrir. C'est un besoin, mais nous, on vit quelque chose de plus que les autres, je dirais. Et je pense que je l'ai ressenti très tôt. Que tu avais ce petit truc en plus, ouais, des papilles et tout. Le plaisir j'avais le double coup de fourchette, j'avais le goût des bonnes choses,
Parfois, certains disaient que c'était bon, moi je trouvais que c'était pas le cas. Et après, tous ces reportages, etc. Il y avait aussi des grands reportages sur les écoles de majordome et tout, où je les voyais au cordeau avec les journaux sous les aisselles pour apprendre à manger, etc. Et en fait, comme j'ai pas grandi dans ce milieu-là, je pense qu'il y a eu aussi un peu un côté. J'ai jamais eu la chance d'aller dans ces beaux établissements, dans ces étoilés, dans ces palaces, etc. En fait, il y a le côté où ça m'a attiré en disant c'est ça que je veux faire, quoi. Ah, tu voulais aller quand même explorer cette haute gastronomie, ce haut de gamme presque luxueux. On dit toujours que quand on grandit dans un quartier, typiquement comme moi, on s'appelle Mohamed, est d'origine algérienne, on va se diriger vers le football, vers la comédie ou vers le rap, grossièrement. Ouais. Moi, c'était pas ça. J'étais nul au foot, le rap, ça m'a jamais attiré. Et la comédie, je la faisais en cours de français, quoi, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et donc, cette cuisine-là, en fait, je la retrouvais pas forcément autour de moi. Parce que j'ai pas grandi avec des restaurateurs. Vous alliez au resto, par exemple, dans votre famille, ou pas du tout? Je sais pas si on peut appeler ça Oui, c'est des restos, puisque la preuve, j'en ai des souvenirs. C'était plus des grandes enseignes. Je pense que comme beaucoup de gens, on dit que... j'ai l'impression que la France était peut-être plus populaire avant, ou quoi, ou j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Typiquement, on allait à Delarté. Ouais. Pour moi, c'était la sortie de l'année, quoi. Mais véridique. On mangeait une pizza, genre le samedi soir, c'était un truc de dingue. Je prenais ma pizza au margherita et c'était une sortie. Et voilà, ça, ou mon père m'emmenait au kebab, ou dans des petits trucs, mais on n'a jamais été vraiment dans un... J'avais jamais été de ma vie dans un restaurant avant l'école hôtelière. Jamais. Donc c'est vraiment la télé, en fait, qui t'a éduqué un petit peu à ça, quoi. Ouais, ça a joué un rôle, quand même. Vraiment. Et puis quand même, je suis quelqu'un de très observateur depuis tout petit, et... je sais pas, le fait d'avoir jamais mis les pieds dans ces endroits-là, ça m'a un petit peu attiré, donc c'est vers ça que je me suis un peu dirigé, vu que l'école, c'était pas trop ma passion. T'étais mauvais. Voilà, j'avais pas trop envie de m'y intéresser, okay, je savais pas aller très loin. Donc, et là, ta famille, elle réagit comment quand tu dis j'ai envie d'arrêter l'école, je veux faire un lycée hôtelier, je veux devenir chef? Écoute, plutôt bien, parce qu'ils avaient le sentiment que j'étais investi dans ce que je faisais. Très intéressé, je me levais très tôt pour aller en cours, je manquais jamais les cours. Les stages, c'est moi qui les cherchais, j'avais des piles de CV comme ça, je faisais tout Paris à pied. Vraiment très très motivé par mon projet, et du coup ils m'ont soutenu. C'est vrai qu'à l'époque, mes parents, ma mère elle a fait coiffure, donc c'est un peu dans le même, elle avait l'habitude de ce côté CAP, etc., parce que c'est ce qu'elle avait elle-même fait, et mon père un peu la débrouillardise. Je vais pas dire qu'on s'est sous-estimé à dire qu'on n'attendait pas de moi à ce que je devienne un avocat, quoi, mais en vérité, quand tu vis avec un entourage qui n'a pas forcément les moyens de te pousser vers ces choses-là, dès que tu vois que le gamin il a une motivation pour un métier, tu le pousses à fond, quoi. Ouais. Donc c'est vers ça que j'étais très content, et aussi ils ont vu que j'étais à fond dedans, et voilà. Donc tu fais le lycée hôtelier, entre le rêve de devenir chef et d'aller toucher du doigt ces grandes maisons, ce luxe, ces grands hôtels, et la réalité, il y a eu une différence. T'as eu l'impression de devoir travailler 2 fois plus parce que tu venais des quartiers populaires? Ah oui, bien sûr. Ça démarre d'abord... ça a changé aujourd'hui, puisqu'on a besoin de personnel. Aujourd'hui, dès qu'il y en a un qui ressemble à peu près à quelque chose et qui sait marcher, on l'embauche, quoi. Mais quand je dis qui ressemble à quelque chose, c'est pas physique, c'est dans la tête. Moi, typiquement, à l'époque, 9h du matin, costume, pantalon, veste, chemise, cravate. Vous connaissez mon amour pour la bonne coiffure. Donc bien coiffé, avec des CV, puisque je considère que c'est pas à 17h pour faire du boulot. Je me suis fait recaler, mais de partout. Je me dit putain, mais c'est pas possible. J'espère parler un français, alors, pas forcément parfait, mais sans accent. Je suis bien présentable, j'ai les CV, je suis dans une école, etc. Comment ça se fait qu'on me refuse? Je comprenais pas. Alors moi, avec toute la naïveté, je me disais c'est pas grave parce qu'ils ont pas besoin, etc. et tout. En fait, au bout d'un moment, tu finis par comprendre. Parce qu'en fait, je correspond pas aux critères, peut-être. Parce que tu t'appelles Mohamed. C'est pas forcément au nom, je pense que. En fait, la cuisine française, la gastronomie française, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'hyper fort, qui fait partie du pays, qui est historique, c'est pas rien. Et je pense en fait que pendant un moment, les gens qui ont fait ce métier-là et qui ont promu la gastronomie française, peut-être qu'à un certain moment ils se sont dit ça doit être des Français qui font de la gastronomie française. Je peux le comprendre, ça peut se comprendre. C'est comme si moi je te dis demain je vais faire des sushis. Mais toi t'es français. Oui, mais j'ai pas grandi avec cette culture culinaire. C'est une réalité. Donc aujourd'hui j'ai assez de maturité pour comprendre. Je dis pas que c'est bien,
Je dis pas que je l'ai bien vécu, mais j'ai assez de maturité pour comprendre. Ça veut dire que moi, demain, je te dis, je vais faire des sushis, bon, même malgré le niveau que j'ai en cuisine, etc., il y a plus de cohérence d'aller chez un japonais que venir chez moi. Même si peut-être je vais faire un truc de dingue. Donc c'était peut-être un peu comme ça qu'il le voyait. En tout cas, moi, à 15 balais, c'est pas comme ça que je l'avais en tête, quoi. Je me dis, putain, j'essaie de sortir de banlieue, je suis à Donf pour faire partie de la France qui réussit, etc., et on me met des vaches. Bon, j'ai pas abandonné. À l'époque, je disais, il y avait le journal L'Hôtellerie-Restauration, qui existe encore. Il recherchait un commis de cuisine chez le restaurant Alain Saint-D'Arens, 2 étoiles au guide Michelin. J'ai dit, bon, bah, s'ils cherchent un commis, s'ils me prennent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc j'appelle, le chef c'était Jérôme Banquetel. Il me dit, vous êtes motivé? Je lui dis, oui, vous pouvez venir cet après-midi. Je dis, sans problème. Donc j'y vais. Il se passait un truc, c'était physique, quoi. On s'est vu. Et donc là, tu vois le chef Banquetel? Je vois le chef Banquetel direct, je me rappelle, c'était la porte dans le couloir gauche du restaurant. J'ouvre la porte, je le vois direct. J'étais tellement heureux, à mon avis, il devait se passer un truc sur mon visage, quoi. Donc il a ressenti ce truc-là, on a eu un petit échange, etc. Et ça s'est fait, il m'a pris en stage. J'ai carburé comme un fou. J'ai dit, à partir du moment où je suis là, il ne peut plus rien se passer maintenant. Donc tu sais, je devais faire 8-16 heures normalement en horaire. Ouais. Et mes parents ils me disaient, tu ne pars pas tant qu'ils ne te disent pas de partir. Des fois je regardais 19 heures et tout, je dis putain mais les gars, vas-y là, je finis à 16 heures, c'est quoi le délire quoi? Et le chef il me disait putain mais qui t'es encore là et tout, barre-toi et tout, etc. Je dis non mais en vérité j'ai rien à faire, je préfère être avec vous, etc. On m'avait ouvert une brèche en fait et je dis mais vas-y il faut la saisir. Donc j'ai tout donné, après ils m'ont récompensé d'un livre de Monsieur Saint-D'Arens, c'était dédicacé, ils m'ont invité à dîner à 2, j'avais une carte où il y avait écrit dessus « Souvenir d'un stagiaire exemplaire, la porte sera toujours grande ouverte pour toi, etc. » Et en gros il y avait écrit « Quand tu finis ton diplôme, tu viens t'embauches. » Donc je savais que j'avais gagné en fait à partir de là. Bah Donc comme quoi quand on veut, on peut. Ouais. Je dis pas que c'est forcément facile ou quoi, mais faut réussir à contourner parfois les il faut bosser. Trucs. Ouais, voilà, faut pas se démotiver. Et là, ça a été le début, du coup, d'un enchaînement de plusieurs maisons assez prestigieuses. Il y a eu Lucas Carton, il y a le Royal Monceau, tu as bossé avec Yannick Aleno. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette période de ta vie, sur ces grands établissements, ces grands chefs? Génial, ça passe vite. Ça passe vite, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans. Un truc de dingue. Alors évidemment, c'est un métier qui demande beaucoup de dévotion. Très difficile, beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse, Enfin, c'était vraiment l'ascenseur. Pourquoi la tristesse? Parce que, il y a des moments où tu n'y arrives pas, donc on te le fait comprendre, hein, que tu n'y arrives pas. C'est un métier quand même qui est très dur, hein. Mais en fait, tu rentres dans l'élite. Au début, tu comprends pas, tu as l'impression que c'est du harcèlement. Il te fait faire, il te jette la poubelle, recommence, poubelle, poubelle. Tu te dis putain, mais merde, t'attends quelque chose, c'est que je craque en fait. Et c'est presque ça, et en fait si tu réussis à surpasser ça, tu sais derrière que tu vas pouvoir y arriver. C'est comme si demain je te dis sur un défilé d'un grand créateur, bon c'est en train de changer encore aujourd'hui, en fait t'as un mannequin qui boite. En fait ça marche pas en fait, tu boites là, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu pareil dans la restauration, et ouais, quand j'ai pas bénéficié d'une formation de dingue, hein, j'ai fait juste un BEP, parce que j'ai eu la chance de me faire virer après. Attends, tu t'es fait virer du lycée hôtelier? C'est pas vrai, pourquoi? Parce que j'étais très bon au métier de l'hôtellerie et la restauration. Quand je commence par parce que j'étais très bon, c'est qu'il y a une dinguerie qui arrive après, les amis. Mais tu vois, sur les autres cours, je prenais plus de plaisir à m'amuser qu'à travailler, quoi. Il y a eu l'aventure Top Chef, évidemment, on va quand même en dire un petit mot. Surtout que j'ai appris que tu t'y étais repris à plusieurs fois, à 2 fois. Ouais. Premier casting, raté. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est eux qui m'ont sollicité. Ah, ok. C'est flatteur quand même. Premier casting, je vais jusqu'au bout. Ouais. Quand même, donc on a quand même 6000 à la base. Hein. Donc je finis dans les 150. Et on fait le casting est hyper dur et pire que les épreuves que tu vois à la télé. Vraiment. Okay. Pour les gens qui pensent que c'est une émission de télé, c'est une émission de cuisine avant tout. D'accord. Hyper dur, il y en a plein qui te le diront pas, mais il y en a plein qui l'ont foiré. Et qui sont connus, étoilés, tout ce que tu veux. Et énorme. Des noms? C'est simple, tu prends toute la jeune génération, ils l'ont tous fait. Tous. Ils l'ont tous fait. Parce que c'est un Graal, c'est un peu un kiff à nous, tu vois. C'est un accélérateur aussi voilà. Ouais. Bon, ça a un peu changé aujourd'hui, certains malheureusement le font plus pour le concours, ils le font pour autre chose, mais bon. Ils le font pourquoi? Peut-être pour l'accélération, tu vois, ou pour la notoriété. La notoriété, etc. Alors que nous on l'a fait pour la sincérité du truc et pour vraiment. Moi concrètement, quand je suis allé, à aucun moment je me suis dit je vais être connu, faire des vidéos sur Insta. J'ai été pour voir ce que je valais en cuisine et me challenger personnellement en fait. Ouais, je comprends. C'était un concours de cuisine. Mais véridique, hein. À aucun moment je me suis dit derrière il va y avoir des trucs de ouf, etc. J'ai jamais pensé à ça, ne serait-ce qu'une seule fois.
Et Premier casting, en tout premier cas. casting, du coup, donc je vais au bout, etc. Ça ne l'a pas fait. Je pense que culinairement parlant, c'était encore un peu juste, surtout que j'avais des gros en face de moi. Et donc, ils m'ont rappelé quelques années après. Ils m'ont dit, est-ce que t'es chaud? Je dis, ouais, vraiment comme ça. J'ai été en mode one again. Donc là, c'est la saison 12. Voilà. Freestyle complet. J'ai dit, écoute, on y va, ça marche pas, je m'en fous. Alors que la première fois, j'étais comme un dingue. Ah, c'est intéressant. Et ouais, espèce de nonchalance. Et donc je déconne avec eux et tout, je dis bon bah écoute on va rigoler hein. Je commence à faire 2-3 trucs, la meuf de l'édito elle rigole et tout, elle me dit non mais là tu... Je dis, ouais j'ai fini avant tout le monde, je commençais à bouffer le chocolat et tout, elle me dit non mais t'es quand même là pour le concours de Top Chef et tout, je dis mais j'ai fini hein, elle dit, moi ça fait 2 fois que je fais le casting, je sais comment ça marche maintenant, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Sauf que le chef il me connaît du coup qui fait le casting, il me dit écoute je sais que t'es capable d'envoyer beaucoup plus, donc tu vas revenir. Et je lui dis mais pourquoi vous voulez me faire revenir? Elle me dit parce que niveau télé etc c'était top, ouais. Mais niveau cuisine franchement t'as fait le feignant quoi. Et j'ai dit ouais. Et elle m'a dit sauf qu'on a besoin de te voir transpirer jusqu'à la fin. Et donc là je leur dis donc si je reviens et que la cuisine c'est bon, je suis pris. Bah non pas forcément et tout. Ah. Bon ok. Donc je suis revenu et ce qu'il faut savoir c'est que dans le concours Top Chef, ils te mettent un panier dans la deuxième épreuve avec plein de trucs. Et on lève le torchon et on doit faire un truc avec. Ouais. 45 minutes. T'es dans une école hôtelière, t'as un plan de travail qui est comme as, tu dois te battre pour avoir le robot, t'as un chef meilleur ouvrier de France qui te regarde, quelqu'un de l'édito et une grosse caméra sur la gueule pour la première fois de ta vie. Et tu dois sortir un truc laser. Hein. Ouais, c'est stressant. Avec les cuisiniers les plus jeunes générations montantes, tu vois. Bon, ça a fonctionné, et puis j'ai fait partie de ce super concours. Et t'as gagné. Ouais. C'est ça qui est ouf, surtout. Ouais. D'abord, t'as gagné la guerre des restos. Ah, c'était génial. En fait, j'ai gagné des belles épreuves. Épreuves mythiques, hein. Jamais tout seul, hein, bien sûr, mais on a gagné d'abord la boîte noire. La boîte noire, ouais. C'était fort quand même. Ouais. J'étais quand même assez fier d'avoir trouvé pas mal de trucs. La preuve, hein, quand on a un palais qui est pas abîmé par certains trucs. Et guerre des restos avec Mathias. Avec un incendie. C'est un souvenir de ouf. Les mecs mettent feu au resto et ils gagnent quand même l'épreuve. Mais tu sais que sans Mathias, on n'aurait jamais été au bout. Moi, je lui ai dit, c'est mort, j'arrête. Parce qu'en fait, on a eu de l'extincteur partout. Ouais. Et il nous restait plus beaucoup de temps. J'ai dit, c'est mort, ça y est, on a perdu. Et c'est Mathias Marc qui vous Mathias, il me dit, Mohamed, t'es sérieux et tout, on peut pas arrêter, machin. Je dis, mec, c'est mort, tu veux faire quoi? J'ai pas le time. Ouais. Il me dit, vas-y, s'il te plaît. Et en fait, pour lui, t'es obligé de me battre. J'aurais été tout seul, j'aurais dit, bon, vas-y, je suis vaincu, tant pis, tu vois. Mais pour lui, je pouvais pas l'entraîner dans ma perte et au final, on a réussi à aller au bout du truc et franchement, c'était dingue. Mais alors, tu disais que t'étais pas là pour la notoriété. Malgré tout, tu gagnes, donc forcément, tu ressors, tu rentres, t'étais pas connu, tu ressors, t'es hyper connu, t'es reconnu dans la rue. Ça change quoi, ça, en fait? Parce que ta vie bascule un peu quand même à ce moment-là. C'est très bizarre. En fait, ils te le disent, tu vois, ils me disent, ouais, ils appellent ça comme ça. Madame Michu, elle va t'adorer et tout. Les gens, ils vont venir te voir et tout dans la rue. Madame Michu. Bon, arrêtez. Il me dit non mais je te jure et tout, tu nous as fait rire, pleurer, machin, parce que nous on était derrière l'écran pendant tout le truc, les gens ils vont t'adorer. Je dis bah écoute on verra et tout, je sais pas moi Et en fait au fur et à mesure des épisodes, tu commences à avoir des gens t'approcher, avec beaucoup de proximité d'ailleurs. Parfois avec un manque de respect, etc. Ouais. Enfin c'est très difficile à gérer. Hein. Tu vois à 6h du matin, t'as la tête dans ce que tu veux, tu prends ton train, t'as un mec qui dit oh regarde je suis avec qui, je suis avec le mec de Top Chef. Ouais. En fait, je suis un humain, quoi. Je sais pas, il t'arrive quoi, là ça, ou des gens qui peuvent te toucher, enfin... Des trucs trop bizarres, tu vois. Voilà, on te répète 200 fois la même chose, tu vois. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que si ces gens, ils t'apprécient, alors qu'ils te connaissent même pas, c'est qu'ils ont vu un bon côté de toi, donc c'est agréable. En fait, c'est que tu le comprends après. Au début, c'est très bizarre. Mais qui c'est qui remplit tes restos? C'est des clients. Les clients, c'est qui? C'est eux. Quand tu fais des vidéos sur Insta, t'es content quand ça like et quand ça met du commentaire? C'est qui? C'est eux. Quand tu développes un produit, c'est qui l'achète? C'est eux. Donc après, tu te dis, bon, bah écoute, ça fait partie du truc, j'ai accepté de faire partie d'une émission télévisée. Je fais des podcasts, je fais des vidéos, je fais tout ça. Je ferme ma bouche. C'est la rançon du succès, de la gloire, voilà, c'est ça? C'est la rançon du succès. Je smile avec les gens, je kiffe, même si parfois j'ai pas envie. Et ben, je leur donne un peu de temps et j'ai fait en sorte qu'ils ont un bon souvenir de moi, etc. Il y a 2 moments où j'accepte pas. C'est quand je suis en famille et quand je suis en train de bosser. Top Chef, tu gagnes donc plus de 54 000 euros. T'en fais quoi de cet argent? Alors, je tiens à préciser que j'ai eu la chance de payer des impôts
Ah, Voilà. on paye des impôts On sur paye la... 30% d'impôts sur le chèque de... C'est pas vrai. Et si, mesdames, messieurs. Ah ouais, donc en fait, quand on voit que tu gagnes 54, parce qu'en fait, 54, c'est le pourcentage de gens qui ont voté pour toi. Exactement. Donc en fait, il y a des saisons où ça a été 80-20 et donc ils gagnent 80 000 euros. En fait, faut déduire 30% direct. Exactement. Ok. Donc au final, j'ai acheté Skoda, si tu veux savoir. Ok. Et il restait plus rien. Ok. Il me restait pour acheter un petit sapin, tu vois, dedans, un sambon, quoi. Mais je suis très fier de contribuer à mon pays, hein, je veux dire. Alors, j'espère être considéré français quand même maintenant, bordel. Parce que... Tu trouves qu'on paye trop d'impôts en France? Ah, franchement, c'est abusé. Je dirais pas qu'on paye trop d'impôts, je dirais qu'on sait pas à quoi ça sert. C'est plus ça. Si on disait, tiens, des tant de milliers d'euros que t'as donné, ils ont servi à ça tirait. Peut-être déjà qu'à la limite ça nous aiderait à l'accepter, tu vois, Ok. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que toi c'est pareil, tu vois, on a des sociétés. Tu te dis franchement, parce que c'est ta sueur en fait, tu vends rien d'autre quoi. Tu te dis mais comment c'est possible de... Tu sais, les gens ils pensent que t'es millionnaire parce que t'as fait 3 vidéos ou 3 trucs, et tu te donnes en fait la plus grande partie à l'État, et Ouais. ça me dérange pas de contribuer à la France, c'est important. Mais putain merde, moi aussi j'ai besoin de grandir et de me développer dans la vie quoi. Est-ce que tu recommanderais, tu recommanderais l'émission à un jeune? Du Top Chef? Ouais. Alors un jeune ça dépend. Moi je dirais qu'il faut être chef quand Ok. même. Même un tout petit chef, Ouais. faut être chef pour moi, parce que... Pas sous-chef. Ou si sous-chef aussi, ouais, ça peut Ok. un bon sous-chef, quelqu'un d'expérience. Ok. En fait, il faut avoir de l'expérience. Ouais. Faut avoir pour moi au moins 10 ans d'expérience, quoi, quand même, parce que mais c'est un vrai concours, t'as besoin de mettre en avant ce que t'as appris, et même quand c'est le cas, ça reste difficile. Ok. Et puis je pensais au après, parce que ça reste quand même un changement de carrière, donc il faut quand Et même si avoir... ça arrive trop tôt, Voilà. c'est mauvais? Bah ouais, parce que ça dépend ce que tu avais prévu dans ton cursus, mais ça va forcément te bloquer si jamais il y a des choses positives qui se passent, Ouais. ou négatives, ça dépend. Mhm. Moi j'ai dit typiquement, si je sors dans les 2 premiers, j'arrête la cuisine. Ah ouais. D'emblée. J'ai dit à tous mes proches, si je sors dans les 2 premiers, j'arrête la cuisine. Ah, et tu penses que le fait de sortir dans les 2 premiers, ça peut casser des... Bah il faut avoir une Ouais. grosse puissance de Mais oui, mais mental, comme tu l'as dit, sortir dans les 2 premiers, c'est quand même que tu as éliminé 6000 personnes avant au casting. Donc, Ouais, je suis d'accord, mais ça dépend du profil. Moi par exemple, je suis quelqu'un, bon aujourd'hui j'ai évolué, tu vois, mais je doutais beaucoup de moi. Dans mon métier, etc. C'est aussi pour ça que j'ai voulu participer au concours. Si tu veux, tu sors dans les 2 premiers, c'est bon. Tu dis c'est réglé, j'arrête tout de suite. Pour refermer cette parenthèse Top Chef, juste un mot sur la dernière édition où il y a eu une sorte de partenariat entre le guide Michelin et Top Chef. Ouais. T'en as pensé quoi, ça? Bah, je l'ai dit dans la presse, moi je trouvais que c'était n'importe quoi. J'ai trouvé n'importe quoi, malgré que j'ai beaucoup de respect évidemment pour Top Chef, et beaucoup Ouais. de respect pour le guide Michelin. Ok. Mais ce qu'ils ont proposé pour moi c'était une aberration. Pourquoi? Parce que en fait il y a des gens qui sont inconnus au bataillon, qui cravachent depuis des années, qui se sont privés comme pas possible pour s'offrir un restaurant, pour espérer un jour avoir une étoile. Ça fait peut-être 10 années qu'ils bossent, etc. Et à la sortie du concours, t'as quelqu'un comme ça, alors on te dit que oui, sur les critères de X machin, etc., il peut obtenir une étoile. C'est pas juste. C'est pas juste. Le guide Michelin, c'est quelque chose qui est indépendant. Bon, c'était amusant au début quand il venait juger une épreuve par-ci par-là, mais le fait de les associer au concours, j'ai trouvé que ça cassait complètement le truc de l'un et l'autre finalement. Et je trouvais pas ça juste par rapport aux autres et par rapport aux chefs qui se battent depuis des années, etc. Et ouais, j'ai pas trop compris le principe. Ok. Bon, bah voilà, c'est Voilà. dit. On va parler de tes restos dans un instant parce que donc là, tu as ouvert des restos. Alors il y a eu les restos éphémères, effectivement, il y a eu quelques temps où tu as enchaîné un peu. Même moi j'avais été sur un bateau. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais Je été. me souviens très très bien, t'étais encore jeune à l'époque. Et tac. Non, C'est mais fait. je tiens à dire parce que t'as tendance à quand même souvent parler des autres et on parle rarement de toi. Et Ah. moi je suis très content pour toi parce que quand je dis jeune, c'est que je t'ai connu dans le début. Mmh. Ouais, parce que je sais pas à combien t'étais, etc. Ce que tu faisais toi à l'époque, mais t'étais entre les 100 ou un truc comme ça. Ouais. Et je suis vraiment très content parce que moi j'aime la réussite des gens, tu vois. Contrairement à beaucoup, j'aime quand les gens réussissent, etc. Je trouve que tu fais de belles choses et que tu mets les gens en avant, donc c'est cool, continue à le faire. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'aimerais qu'on parle d'un truc quand même qui m'a plutôt marqué. Août 2022. Tu vois de quoi je vais parler? Août 2022, tu fais partie de la délégation officielle du président de la République Emmanuel Macron pour son voyage en Algérie. J'aimerais bien savoir d'abord comment tu l'as vécu et surtout comment tes parents l'ont vécu. Oh, c'était fort. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Et Ouais. tu sais pas comment, il y a toujours un truc plus fort qui vient à chaque fois.
Écoute, on m'appelle, protocole, bonjour monsieur Cheikh, c'est le protocole de la présidence de la République. Je dis, oula, qu'est-ce que j'ai pas payé encore? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi le problème, les gars? Quel courrier j'ai pas ouvert? Il m'explique, non, véridique en plus, je dis ça en rigolant. Hein. Et il me dit, non, le président de la République, donc monsieur Emmanuel Macron, aimerait vous avoir dans la délégation algérienne. Et j'étais en train de faire des courses, je sais plus ce que je faisais. Moi, je dis, pardon, je comprends pas exactement ce que vous voulez me dire là. Il me dit, donc avec d'autres mots, en gros, le président, il veut que tu l'accompagnes dans son voyage en Algérie. Et je lui dis, mais pourquoi faire? Pourquoi moi? C'est quoi le... J'avais du mal à comprendre en fait, je connaissais pas moi ce format de... Donc il m'explique et je lui dis, écoutez, est-ce qu'on peut se rappeler parce que c'est pas le moment, etc. Donc il me rappelle, je lui demande de m'expliquer clairement. Et je lui dis, je vais être absolument à aucun moment l'objet de quoi que ce soit, de politique, machin, etc. Et je lui dis, je vais être présent. J'ai 2 conditions pour être présent. Parce que vu qu'à l'époque, j'étais un peu bien, je me suis dit, on va pas se gêner. Ouais. Donc je lui dis la première, c'est d'être dans l'avion du président de la République. Ok. J'ai pas Parce qu'il y a 2 avions normalement pour la délégation. Il y avait 3 avions. 3 avions, ok. Il y avait l'avion du président et il y avait 2 jets en plus. Ok. En fait, c'est ces trucs marrants, tu te dis, bon, bah, tu sais quoi, autant aller au bout du truc. T'as raison. Ah bah oui, et puis tu vas pas le faire 20 000 fois dans ta vie. Donc voilà. Et j'ai dit la deuxième, c'est que quand le président, il va déposer... je sais pas comment ça s'appelle ça. La gerbe. Gerbe. Ouais, gerbe. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ouais, je sais. Mais sur le monument des martyrs en Algérie, oui. je veux être derrière lui. Ok. Parce que... avec toute l'histoire du fait d'être binationaux, etc., avec ma famille, mon père et tout, mon grand-père, enfin toute l'histoire guerre, Algérie et tout, c'était hyper important pour moi d'être là. Même si, attention, hein, j'ai aucun lien dans tout ça, direct, c'était symbolique. Donc ils m'ont dit pas de soucis, etc. Donc j'arrive à l'Élysée, non je suis un menteur, c'était pas l'Élysée, j'y étais pour une autre fois. J'arrive au pavillon d'honneur plutôt, à Roissy ou Orly, je sais plus où c'était. On sort des documents, il y a le GIGN, machin, il y a tous les corps de police, t'as jamais vu de ta vie, c'est archi stylé. Parce que savoir, je suis passionné aussi par ça, c'était ma deuxième option. La police? Le raid, GIGN, etc. Okay. Ouais, vraiment, les forces d'élite, je trouve ça mais hyper stylé. Encore une fois, tu retrouves la rigueur et tout. Petite parenthèse. Et donc, t'arrives dans l'avion, Mohamed Cheikh. Et là, j'arrive, moi, avec mon téléphone, c'est pour faire des vidéos. Et c'était pas des hôtesses de l'air, c'était des hôtesses de l'armée de l'air. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas les mêmes. Ça rigolait pas, ça rigolait moins. Alors, monsieur, votre téléphone, s'il vous plaît, vous allez le mettre dans votre poche. Pas de problème. Ok. Et donc j'ai compris tout de suite où j'allais, quoi. Et donc t'arrives, il y a plein de drapeaux français, plein de drapeaux algériens. Il y a des ministres, il y a le président de la République, il y a une grosse délégation. Il y a d'autres personnalités. Il y a d'autres personnalités. T'as tous les policiers algériens qui bloquent toutes les rues. Il y a les motards devant. Et en fait, toi, t'es là, tu vois. C'est fou. Tu te dis, ouais, je suis quelqu'un, en fait. C'est fou. Et c'était archi fort en émotion, enrichissant, comme disent les jeunes, aussi stylé. Ouais, tu m'étonnes. Vraiment. Je tiens à préciser quand même que le président de la République travaille énormément. Parce que malgré que je bosse beaucoup, j'ai du mal à suivre le rythme. Parce qu'en fait, je te dis bim bim bim, ok, là on arrive à 14h, vous devez vous changer, vous devez mettre votre costume noir, chemise blanche, parce qu'en fait à l'avance, il t'envoie tout dress code par rapport aux événements. Bim 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 bim, t'as à peine 5 minutes véridique. Et moi, comme tu sais, on en revient sur ma faute. 5 minutes, c'est pas possible. Voilà. 5 minutes, les gars, faut que je me douche parce que je suis à peu près propre. Je cherche mes cheveux et tout, putain, c'est chaud. Et là, t'as pas le time, hein. C'est pas le professeur de français. Hein. Là, c'est l'heure. Hein. Donc, non, vraiment très très fort. Donc, je l'ai accompagné partout. Et quand j'étais vraiment derrière ce monument en Algérie qui représente donc ceux qui sont morts pour la nation, ouais. Avec les truc là, la garde nationale là, des frissons. Des frissons parce que j'ai la voix de mon père qui résonne en me disant voilà, c'est ton histoire, il y a ton grand-père qui a combattu, pas contre les Français, hein, mais avec les Français, à l'époque c'était contre l'Allemagne je crois. Ça, hein, okay. Si je m'abuse. Enfin t'as tout ce lien, etc., l'indépendance de l'Algérie, le lien entre la France et l'Algérie, c'est la fierté d'être là, d'être en Algérie avec le président français, enfin... Finalement, c'était comme un espèce de truc qui s'emboîtait hyper bien. Parce que les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois, mais c'est toujours gênant de parler en fait d'un pays duquel tu es originaire, parce que tu as toujours l'impression de plus mettre en avant ce pays-là que celui... tu vois, à chaque fois, je dis, je suis français. Ouais. J'ai même pas besoin de le préciser, je le suis en fait. Oui, voilà. J'ai juste la fierté d'être parti dans mon pays d'origine, qui a versé en fait mes parents... toutes ces vacances d'été, etc. Et d'avoir une importance, d'être reconnu par le président français, justement, en tant que
français d'origine algérienne pour l'accompagner dans ce... Voilà. Et donc pour ceux qui se demandent, j'ai fait partie de la délégation culture. Donc on a rencontré des jeunes là-bas, avec qui on a échangé sur comment ils peuvent faire en sorte de faire évoluer les choses en Algérie, dans la culture, la gastronomie, etc. Et franchement, c'était top. Meïda, parlons de Meïda maintenant. C'est bien comme ça que ça se prononce ? Exactement. Ok. Il y a 1 an et demi, tu ouvres donc ton resto. Alors Meïda, pour ceux qui connaissent pas du tout, tu peux résumer en quelques mots ce que c'est ? Alors Meïda, d'abord en la traduction, ça veut dire la table. Table. La petite table. Petite table. Comme okay. celle-ci. Ok. Pourquoi ? Parce que au Maghreb, c'est un peu comme dans d'autres pays, on mange assis par terre. Historiquement. D'accord. D'ailleurs, tu regarderas, c'est meilleur pour la santé, paraît-il. Voilà, de ne pas être assis sur une chaise, c'est meilleur d'être assis par terre. Donc assis par terre, mais avec la nourriture sur une petite table comme ça. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Ou pas forcément, mais en tout cas, Meïda, ça veut dire ça. Et donc, l'histoire de ce resto, c'est de réunir en fait toute la Méditerranée dans un seul endroit, autant par la décoration que la chaleurosité du lieu, par les assiettes et ce qu'elles comportent. Voilà. Donc, j'ai repris un peu l'esprit de Ibiza, de la Crète, du Maroc, de l'Algérie, de l'Espagne, etc. Dans la décoration, on a vraiment un lieu avec une hauteur sous plafond. T'es jamais venu d'ailleurs ? Mais non, pas encore. Vraiment cool et tout. On a Saint-Ouen. Ouais. Donc on a eu une demande aussi de la ville d'être un restaurant accessible. Alors ouais, ça c'est fou quand même. Je voulais te poser une question là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun plat qui est au-dessus de 22 €. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même très rare dans la restauration. Et comment tu fais déjà pour tenir ces coûts-là ? Et puis quel était aussi l'objectif ? C'est très dur. C'est très dur pour être très franc, puisqu'on sert des produits de qualité. C'est très dur, la ficelle est tendue au maximum. Et le moindre quelques couverts qui se pointent pas ou faille dans le système, bah, ça nous met dans le rouge, quoi. Mais c'était important pour plein de raisons, parce qu'on a quand même un restaurant de 200 places assises. Mmh. Il faut remplir, il faut pouvoir... En fait, je voulais créer un resto où les gens peuvent revenir. Tu vois, j'ai toujours dit, peut-être qu'un jour je le ferai, mais dans un gastro, souvent tu mets une croix en disant bon, c'est bon, j'ai été. Mmh. Moi, je suis un lieu de vie. Enfin, mon resto, c'est un lieu de vie. L'idée, c'est, voilà, les gens, ils viennent, ils reviennent. Mmh. Bon, bah tiens, je vais faire découvrir à ma mère. On a un truc avec la belle famille, on va les faire venir. Il y a un anniv, il y a ça, il y a ci. Ouais. Puis c'est accessible. Aujourd'hui, entre le panier moyen qui baisse, les étudiants qui n'ont pas d'oseille, les retraités qui galèrent, les couples qui souffrent aussi parce que les loyers explosent, etc. Les gens qui mangent le midi pour quelques euros parce que tu as envie juste de manger, en fait, et pas te ruiner. Mmh. En fait, on a fait le cocktail en fait, de tout ça et on s'est dit, on est obligé aujourd'hui de proposer une offre access. Et voilà, on se débrouille entre les produits qui sont méconnus. On essaye de travailler aussi en plein dans les saisons pour avoir les tarifs les plus accessibles possibles. On joue aussi sur l'achat, puisqu'on fait des gros volumes, donc on est aussi quand même un peu les achats. Et on essaye d'être malin, tu vois, on fait très peu de pertes dans les produits, etc. Et, voilà. Si y a quelqu'un qui va chez Meïda demain ou après-demain, c'est quoi le plat qu'il faut absolument commander selon toi ? On a les langues d'oiseaux tri-tri, là, c'est comme ça qu'on appelle, c'est dur à prononcer, mais c'est d'origine algérienne. Donc, c'est des langues d'oiseaux qui sont liées au jus avec des épices, des raisins secs, un peu de langue d'oiseau et des œufs. Waouh. Voilà. Ok. Je m'attendais pas aux langues d'oiseaux, mais ouais, c'est beaucoup utilisé en Algérie. Mais c'est pas un peu, c'est mou, c'est quoi la texture ? C'est pas des langues d'oiseaux, hein. Ah bah je sais pas. Mais dis pas que t'as cru que c'était des langues d'oiseaux. Bah quand ouais. même. Ah bah c'est quoi alors ? Bah c'est des petites pâtes, ça ressemble à de l'orzo finalement. Ah ok, d'accord. Ok. Voilà. Oh là là, oui. Et ouais, c'est un peu plus sexy quand même pour le coup. C'est pas les langues de Piaf. Et les critiques ? Parce que du coup, bah, tu as une page Facebook avec des gens qui laissent des avis. Ouais. Ça, comment tu le vis ? Toi, tu le prends bien ? Alors, je le prendrais bien si tout le monde était déjà, comment dire, juste. Ouais. Et si tout le monde mettait un avis. Ah oui, parce que tu veux dire, il y a souvent les gens pas contents qui laissent des avis, mais les gens contents, ils le font pas. C'est exactement ça. Ouais. Et si les gens pourraient arrêter de penser que c'est un défouloir aussi, ce serait sympa. Parce qu'on a un métier quand même qui est en perdition, on souffre au quotidien pour faire plaisir aux gens. Et ce serait bien qu'on reconnaisse un peu plus quand même le métier de la restauration. Eh bien justement, parlant de souffrance, tu vas souffrir un peu maintenant, car tu l'as vu, j'ai sorti ce beau masque, c'est l'heure de la dégustation masquée. Mohamed, on va parler de l'Algérie, puisque un des joyaux de l'Algérie, ce sont bien évidemment les pâtisseries algériennes. Ouais. On va voir si tu les maîtrises bien ou pas. On a eu la chance d'être livré par un pâtissier algérien absolument adorable et je tiens à le remercier dans la vidéo. Ça s'appelle Maison Nali. C'est Sidali qui fait un travail exceptionnel. Sa pâtisserie, c'est une petite bijouterie. Vraiment, c'est vraiment des dingueries qu'il fait. C'est magnifique. Et je te propose de goûter
une première pâtisserie. Tiens, c'est quoi, je te la mets dans la main. Il y a En un plus, petit... ce qu'il faut dire, c'est un petit papier, là. que Ouais, vas-y, hop. pour le coup, j'aime beaucoup la gastronomie algérienne, Mais pas les je préfère pâtisseries. les pâtisseries françaises de loin. Ouais, mais alors là, tu vas voir, elles sont... Sur un macroute là déjà, ça c'est sûr, ça, y a même pas besoin de mettre dans la bouche le bordel là. Diabète et cholestérol en combo. Ah, y'a pas un macroute non. Ah non. Ah la vache. Ah les gâteaux au rebeu j'arrive pas. Ça commence par un bas. Baklawa. Ouais, tiens, je te donne une serviette. À la cacahuète. Bravo, c'est ça, exactement. C'est un feuilleté croustillant délicatement Je l'avais, doré, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Ça. enveloppant un cœur généreux d'amandes, le tout sublimé par un miel aux notes florales. Voilà. On enchaîne avec la deuxième pâtisserie. Vas-y. Il s'en met partout. Oh, Alors? c'est sucré à mort. Voilà vache. Mec, on a repeint totalement ton vêtement. Ça je suis censé le reconnaître facilement ça. Ouais, mais non. C'est pas une corne de gazelle en tout cas. C'est censé être un macroute. Ah rien à voir. Un joyau fondant à base d'amandes délicatement parfumé, enveloppé dans un sucre léger. Voilà. Mais non c'est pas ça macroute. On est d'accord? Macroute c'est de la semoule avec de la date. Bah ouais, je suis d'accord. Dernier? Allez. Quand tu vas rouvrir les yeux, tu vas voir, ça va être très très drôle. Ça c'est la corne de gazelle. Oui! Yes! Une tonne de sucre glace, de toute façon ça peut être que ça. Là on est sur du cerf chevalier là, tu vois, c'est. J'ai un petit dernier. Hein, c'est moins. Oh la vache. C'est beaucoup moins sucre glace, hein, regarde. Tu comprends pourquoi les rebeux crus ils crèvent tous à 60 balles Eh, tu prends, je te jure que c'est vrai en plus. Tu prends les mamans algériennes, elles ont tous le cholestérol et le diabète. Et des problèmes de tension. Il y a pas. Enfin, et je t'ai à comprendre, une bouchée, hein. Non, moi j'adore, moi. Sérieux? Ouais. Alors, ça, c'est. C'est de la noix dedans, non? Ouais, noix de pécan. Ça s'appelle une dziriette. Mais bon. Et bah écoute, on a appris des choses à Mohamed, et rien que pour ça. Et moi, surtout, attendez, mesdames, messieurs, c'est le moment du reveal de Mohamed qui va se Je découvrir. tiens quand même à remercier le mec et le féliciter qui fait ça. Avant tout, je tiens à préciser que je n'aime pas les gâteaux arabes. Quel que soit le pays, quelle que soit la personne qui le fait, donc ce n'est pas du tout à prendre personnellement. Juste, c'est des bijoux, les trucs, c'est magnifique. Donc, allez y faire un tour, c'est dans le 14e. Ça s'appelle Maison Nali. Je vous mets les infos en légende de la vidéo. Je te propose de te démasquer pour découvrir vraiment le carnage. Oh la vache. Vas-y, lève-toi. Mon super polo Lacoste, super chemise Lacoste. Moi aussi, j'en ai partout. Wow. Après les pâtisseries orientales, nous allons parler poulet. Grand écart, puisqu'on va parler de Chick Chill. Alors, Chick Chill, là encore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est KFC? L'idée, c'était de créer un restaurant rapide autour de produits de qualité. Donc, on a un poulet qui est français nature d'éleveur. On a un pain qui est sans huile de palme, sans OGM, sans machin, qui est fabriqué en France. Nous avons des sauces qui sont fabriquées en France avec des produits qualitatifs sans additifs. Et on essaye de travailler à peu près avec des produits de saison. On a essayé d'avoir les prix les plus accessibles possibles par rapport aux produits qu'on met dedans. Et de rendre en fait cette cuisine-là, street food, un petit peu plus saine. Voilà, et donc on a ouvert ça en février 2025, c'est ça, à Créteil-Soleil dans le centre commercial, Ouais. à l'étage food court. Tu as eu l'honneur, on a eu l'honneur plutôt de te recevoir là-bas. Ouais. Voilà, Ouais. avec des prix à 6,90, 7,90 max sur des menus. C'est très difficile. Et ça me fait très mal quand les gens ils nous comparent à des enseignes comme McDonald's ou Quick par KFC. exemple, ou KFC. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes produits, Ouais. on sert pas du tout les mêmes choses et les gens s'en rendent pas compte, tu vois. Ne serait-ce que de la boisson. Même si nous on vend de la boisson très connue de grandes marques, moi j'ai fait le choix qu'elle soit en canette. Et en fait, ça a un coût par rapport à quand on te la sert en distributeur Oui. avec de l'eau, tu vois. D'accord, ouais. Et les gens, tout ça, en fait, ils ont le plaisir de dire c'est hyper bon, c'est cool, machin et tout. Et quand même, il y a ce côté trop cher à chaque fois. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas trop cher. C'est un tout petit peu plus cher. Tu peux faire un comparo. Sur certains trucs, on est pratiquement au même prix, voire en dessous. Et sur certains, à peine 15% plus cher. C'est quoi pour de la qualité et des produits sains faits par un chef, tu vois. C'est cool, ça commence à bien prendre forme. On est en train de travailler pour faire des petits. Donc, Voilà. de la franchise? Pas encore. On est Du en train de propre. travailler en propre aussi pour Ok. en avoir d'autres. Idéalement, en dehors on a un très bel endroit. J'espère qu'il verra le jour en 2026. Ok. Un très bel endroit de Paris. Ah, dans Paris? Dans Paris, très bien Ah. fréquenté par une jeunesse parisienne. Ok, c'est intéressant Voilà. parce que justement, il y avait une question d'un auditeur. Tout à l'heure, je te poserai les questions des auditeurs.
Question des abonnés, pardon. Ça y est, je reviens à 15 ans plus tôt. Il y a une question d'un abonné qui disait, mais pourquoi tu ouvres que des établissements en dehors de Paris? Donc là, il y a un projet visiblement de revenir dans Paris. Ouais, il n'y a pas vraiment d'explication, ça a été une question d'opportunité. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on fait du free, il faut des grosses gaines d'extraction. Et en fait, les sites dispo aujourd'hui sont pris par les enseignes déjà existantes. Okay. Donc il faut se battre pour trouver des lieux qui peuvent accepter ça, les copropriétés qui acceptent que ça sente un peu l'huile, etc. Ouais, ça c'est dur ça. Voilà, c'est pas toujours facile. Ou alors les enseignes, la mairie avec qui veut pas, machin et tout. On a trouvé un joli lieu qui correspond très bien à ce qu'on fait, etc. Et donc normalement, en 2026, on devrait arriver en plein à Paris. Il y avait aussi une volonté de dire, bon bah écoute, je vais aussi faire plaisir un peu à tous ces gens de banlieue, parce qu'il y a aussi le Grand Paris, hein, ouais, donc bien c'est sûr, plus bien comme avant. Hein, et moi, pour avoir grandi aussi en banlieue, je trouve important aussi qu'on pense à tous ces gens. Voilà. Et la banlieue, c'est pas forcément Beloued, hein. Boulogne, c'est la banlieue pour moi. Hein. Donc voilà, mais c'est important. Tu vois, on se rend compte quand même que les gens, ils vont de moins en moins en centre de Paris. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, on travaille là-dessus, on est très content, on continue à peaufiner tout ça. On essaye de baisser un peu les tarifs pour qu'il y ait touché maximum de jeunes aussi. Je sais qu'il y a des étudiants, je parle d'accord avec des étudiants la dernière fois, ils m'ont dit il y a 5 € maximum pour manger. Ouais. Difficile, en 2025. Donc j'essaye de tirer la corde de mon arc pour essayer de trouver une solution, mais c'est vrai que nous aussi on achète des choses chères. Ouais. Donc voilà. T'as jamais eu peur que de faire du fast-food, ça entache ton image de chef, de grand chef? Si, mais comme tu as pu le voir, je l'assume. Ouais. En fait, j'ai envie de faire peut-être ce que les autres n'ont jamais fait par peur. Pourquoi on devrait avoir peur? À partir du moment où tu es droit dans tes bottes et ce que tu proposes c'est de qualité, que dans tous les cas les gens ils vont dans ce genre d'enseigne-là, et que tu rends un service à la population, pourquoi tu devrais être gêné de le faire? Il y en a qui l'ont fait avec des sandwichs à 50 balles. Bon, j'extrapole, c'est un peu moins cher, mais vraiment du top. On l'a vu, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas prêts à payer un burger 30 €. Donc, ou alors dans un palace, tu vois. Donc à partir de là, être chef, c'est pas faire que de l'étoile Michelin, en fait. C'est les clients aussi d'ailleurs qui le demandent. Et moi, j'ai envie d'être un peu ce chef qui a pas de code, qui est hybride, qui peut faire un dîner pour un très 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 gros client prestigieux, le lendemain faire un truc avec les restos du cœur, le surlendemain être avec une marque pour bébé, ça c'était à l'époque quand j'avais mes bébés, faire des recettes pour les gosses, de faire un truc dans une école, de faire un truc avec le président de la République. Est-ce qu'on est obligé et du poulet frit, et du gastro, et un 4 mains avec un chef étoilé, et un palace avec Norbert, et est-ce qu'on doit avoir des règles finalement? La règle, c'est les règles qu'on doit avoir, c'est l'estime et son éthique. En France, on a rapidement tendance à mettre les gens dans les cases. Donc, on est le pays de la polémique, hein, ça c'est bien connu. Hein. Il y a Meida, il y a Chick Chill, et il y a, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a Meatpack Steakhouse. Donc c'est un steakhouse new-yorkais. Ouais. Meatpack, c'est pour le quartier Meatpacking, donc à New York. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Moi, je suis un grand voyageur, peut-être que tu as pu le voir. J'ai eu la chance d'aller aux States et notamment à New York plusieurs fois. Ouais. J'aime beaucoup les steakhouses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire attention à l'écologie, etc. J'en fais partie, attention. Hein. C'est pas un paradoxe de faire attention à son quotidien et en même temps de servir de la viande. Les Français aujourd'hui mangent de la viande. C'est dans notre culture. Ça peut dire ce qu'on veut. On mange de la viande, on mange du fromage. C'est les deux trucs les pires en termes d'écologie, en termes de nourriture, tu vois. Mais malheureusement, on va pas trahir. Donc à partir de là, je me suis dit, écoute, c'est cool. Il n'y a pas trop de trucs sympathiques, accessibles, qui existent encore en France. Donc pourquoi pas lancer un truc là-dedans. Bah t'as quand même les gens, les Buffalo Grill ou les trucs comme ça, non? Ouais, mais bon... tu sais quoi, j'ai jamais mis les pieds dans... Je sais pas. J'ai aucun avis à donner. Hippopotamus, qui fonctionne bien. Hein. C'est génial. Par défaut, Courte paille, t'as la petite salade d'accueil là qui est gratos. Ouais. Je trouvais ça génial. La musique quand tu fais ton anniversaire et tout. Enfin, ouais, c'est des souvenirs quoi. C'est un peu plus quali quand même. Ah oui, bien sûr. On a des super viandes. Hein. Ouais. On a des super viandes. Alors il y en a qui comprennent pas. Tu vois, ils me disent oui, il a pris des viandes qui font le tour du monde, mais on a du Black Angus uruguay, on a du Wagyu australien, on a du bœuf Irlande, Aberdeen, tout ça. On a évidemment de la viande française aussi. Mais en fait, moi, je considère que les pièces à griller, en France, elles sont trop sèches. Il n'y a pas assez de gras. Ouais. Et puis malheureusement, les appros, ils sont pas suffisants. C'est ce qu'il faut dire aussi. Parfois, les producteurs ne sont pas en mesure de suivre le volume ou la régularité. Ouais. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est obligé de se diriger vers des volumes plus importants. Toutes les viandes sont halal ? Oui. Et donc, on arrive à se fournir halal et d'aller chercher quand même de la viande de
de très bonne qualité. De Il y a plus cette en plus. image qui persiste encore sur la qualité de la viande halal. C'est très dur, moi j'en parle jamais parce que c'est vrai que il y a plein de sujets autour de ça qui sont pas forcément bons. Mais oui, C'est-à-dire, il y a plein de sujets autour de ça. bah parce que les gens comprennent pas forcément la philosophie du halal, etc. J'ai eu des clients moi qui m'ont dit si c'est halal je mange pas, etc. Enfin, c'est très difficile à vivre. Donc je rentre jamais dans le détail de ce truc-là, mais oui, c'est bien halal et c'est possible d'avoir de la qualité. Typiquement, c'est juste dans la méthode d'abattage. Voilà. Et ce qu'il faut savoir historiquement quand même, c'est important de le dire, c'est que les chrétiens et les juifs ont le même rituel d'abattage, religieusement parlant, je veux dire. Historiquement, les chrétiens abattaient la viande de la même manière. Voilà. C'est venu après. D'ailleurs, c'est souvent ces abattoirs-là qui sont controversés, où on les voit mettre des coups de batte, de pas faire l'électrocution correctement, etc. Donc voilà, bon, c'est tout un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Okay. Mais en tout cas, oui, on a des belles pièces de qualité. C'est possible de se fournir en viande halal de qualité. Typiquement, petit message pour des copains qui s'appellent la Boucherie des Jumeaux, à Port des Lilas, qui font des super trucs, qui ont gagné beaucoup de médailles agricoles, etc. Dans des concours qui réunissent tout le monde. Hein. Donc c'est comme quoi on a la possibilité d'avoir... En fait, la bête, si tu veux, c'est la même avant son abattage. Oui. Je te prends une bête Wagyu, je te prends 2 bêtes identiques, j'en abats une de cette manière et l'autre de cette manière-là, la viande à la fin c'est la même. C'est juste, les gens ils en font tout un... Voilà, donc oui, c'est possible. Là, c'est toi le patron ou t'es pas seul aux commandes? Alors moi, je suis associé sur ces 3 projets au groupe Bertrand. Ok. Donc, notamment Monsieur Bertrand. Gros groupe de restauration. Ouais, très gros groupe de restauration, mais en même temps assez familial. Ouais. Et Monsieur Bertrand, je tiens à le dire quand même, c'est un monsieur exceptionnel. Monsieur exceptionnel qui reste toujours dans l'ombre, malgré sa réussite, qui donne beaucoup d'opportunités aux gens. Donc c'est un grand groupe avec beaucoup de gens, mais qui a un esprit quand même très familial. Et je m'entends très bien avec eux, je suis très content. Et encore une fois, quand tu fais des projets à plusieurs millions d'euros, c'est bien d'être accompagné. Est-ce que tu as le temps d'aller au resto aujourd'hui, toi, par plaisir? Ou est-ce que quand on est chef de 3 restos, c'est mort? Compliqué. Très Ah ouais? compliqué, ouais, j'ai pas le temps. Bah, tu sais, au-delà des restos que je gère, j'ai tout ce qui est réseaux sociaux, les recettes que je fais aussi, etc. Donc je développe encore d'autres projets, parce qu'il y a encore un petit Mohamed Cheikh qui va pas tarder à arriver, un nouveau projet là d'ici la fin de l'année. Ah, ok, d'accord. J'ai cru un 3e enfant, moi. Écoute, peut-être un jour aussi. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Non, un prochain resto encore. Et une marque de sauce aussi sur laquelle je suis en train de bosser. Alors attends, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as 3 restos, enfin, tu as Ouais. 3 marques en tout cas de Exactement. restauration. Un 4e pour l'année prochaine. Une 4e En marque. plus du Chick Chill qui va venir dans Paris. Ouais. Ok. 4e marque. 4e marque. Voilà. Ça sera quoi? On a le droit de savoir ou pas du tout? Ça, en exclusivité, Oh là ça là. va s'appeler El Sheikh. Ok. Voilà, je peux rien dire de plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un street food top qualité qui me représente. Donc ça sera quand même de la street food. Ouais. Ah, justement, tiens, est-ce que tu arrives à avoir un équilibre entre ta vie privée et ta vie pro? Tu voyages beaucoup, mais comment ça se passe? C'est compliqué, mais en même temps, ça se passe bien. C'est compliqué, je les vois aller un petit quart d'heure le matin. Parfois, je les accompagne à l'école. Et quand je suis en off, une journée par semaine, quoi, en gros. Souvent, mon petit, enfin le grand, qui a 4 ans, il me dit « Papa, tu vas encore au travail, mais quand est-ce que tu vas rester avec nous ?» C'est un peu un crève-cœur, mais t'as pas le choix, faut bosser. Faut bosser, et puis aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau et à un moment où il faut que j'envoie. C'est maintenant, ouais. C'est maintenant. Donc ils sont encore petits. J'espère, quand ils auront entre 2 et 4 ans de plus, qu'ils auront un petit peu plus d'âge pour comprendre, là, je ferai en sorte d'être un peu plus présent. Ah, ok. Donc là, tu donnes tout encore pendant 2-3 ans. Exactement. Et après, l'idée, c'est de réussir à stabiliser. C'est d'être blindé aux as et de. Non, parce qu'on ne sera jamais, oublie pas, les impôts. Voilà. Non, ouais. Mais ouais, l'idée, c'est de construire quelque chose. Moi, ça m'intéresse pas d'être riche. En vérité, ce qui m'intéresse, c'est de. Ça va faire un peu le mytho, tu vois, mais la richesse, c'est dans le cœur, en vrai. Le vrai kiff, c'est de vivre toutes ces choses-là, de faire plaisir à ma famille, de pouvoir partir en voyage, etc. Toujours la seule chose qu'on paye qui nous rend plus riche, c'est le voyage. Je rêve aussi peut-être de ce petit resto de Vancouver, en cuisine ouverte, avec moi plus 2 têtes seulement, où je fais ma petite partition, tu vois, ouvert du lundi au vendredi, sur des horaires machin. Tu vas aller chercher l'étoile ou Pourquoi pas, tu vois. Mohamed, il est temps de passer à la séquence des sauces piquantes. La sauce piquante, c'est très simple, ce sont des questions cash et des réponses cash. C'est quoi ton plus gros complexe, Mohamed? C'est mon ventre. Ah ouais? Ouais.
crois. C'était un complexe de physique ou c'était un... Ça peut être Ouais, n'importe c'est lequel. mon ventre, Ouais, ouais. ça me... Il y a combien sur ton compte en banque? Ça dépend lequel. Oh, ok, d'accord, je vois. Écoute, il n'y a pas grand-chose parce que je fais des investissements en continu. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu crois en Dieu? Très fortement. Si tu étais président, quelle réforme tu ferais pour changer la vie des restaurateurs, pour la simplifier? Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je dirais qu'il faudra appliquer le pourcentage pour le service. Ah, comme aux États-Unis? Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà viré quelqu'un? Non, il s'est viré tout seul. C'est-à-dire? Ce qu'il faut savoir, c'est jamais le patron qui vire. C'est l'employé qui se vire lui-même. Comment ça? Bah, si tu es viré, c'est que tu as fait une connerie. Ah oui, d'accord, oui, c'est oui, c'est viré tout seul, Ah, ouais, d'accord. mais c'est Ouais. Il avait fait quoi comme connerie? Écoute, bagarre. J'en ai eu 2. Alors, anecdote de ouf. Je fais un testing avec un grand chef que je citerai pas parce que j'ai pas envie de le mettre dans l'embarras. Et il y a un mec qui vient me dit c'est vous le chef? Je dis oui. Il me dit parce que j'ai 2 cuisiniers qui se sont foutus sur la gueule, ils ont abîmé mon capot là. Et j'ai comment ça? Il me dit bah ils se sont foutus sur la gueule sur ma bagnole. Oh, Donc mon capot est complètement et moi je suis en testing avec le chef en fait. ok, donc, C'est pas compliqué les gars, prenez vos clics, vos claques. ok. Je peux vous revoir. 2 d'un coup, bon, très bien. C'est quoi ton addiction? La vérité c'est le Kinder Bueno. Ah, bah oui, évidemment. Tu penses quoi des influenceurs food? Ça dépend lesquels et ce qu'ils font. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'on les appelle donc c'est qu'on aime bien ce qu'ils font. Hein. Ouais. Note ton ego sur 10. Oh, franchement, je dirais 5 Oh, ça en va. moyenne. Comment sera ta vie dans 30 ans? J'espère paisible, avec 2 enfants qui ont une superbe école, avec ma femme aussi qui est bien, ma famille à l'aise, une cuisine avec un îlot central. C'est marrant, on a le même rêve. C'est vrai? Ouais. Des trucs simples, tu vois, avec des étagères, avec des bocaux, tu sais, derrière des épices et tout. Tu vois. Ok. Voilà, et j'ai vu aussi une superbe bagnole électrique en Chine, je sais pas si elle va arriver un jour en France, mais qui a l'air pas mal. Mais voilà, non, j'aimerais bien vivre au bord de la mer, tu vois, quel que soit le pays. Tranquille, un petit bateau, la pêche, une vie simple. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Mohamed? Je dirais que c'est devant Hélène Darroze, à la demi-finale de Top Chef, quand on est face à face en train de discuter, et qu'on reprend un petit peu, ouais. Et il y a le message de Jérôme Banquetel en fait dans l'écran. Et là c'est 3 mois d'enfermement et tout. Pression. Ouais. C'est rare d'ailleurs parce que j'ai jamais pleuré. Moi généralement quand je pleure, et j'espère que ça m'arrivera pas, c'est pour un décès ou beaucoup aussi. Je fais souvent l'association C'est que du bonheur, l'association de Marseille, tu sais. Et c'est dur quand tu vois les enfants dans certaines situations, etc. C'est aussi pour ça que je le fais, pour me rappeler en fait la chance qu'on a au quotidien, parce qu'on a tendance à l'oublier. Ça c'est fort, tu vois, parce que quand c'est des gamins qui ont rien demandé, quand tu vois la force qu'ils ont les parents en face d'absorber le choc, voilà. On passe à la séquence balance ton mot. C'est très simple, je te donne un nom, tu me donnes un mot pour qualifier la personne. Hélène Darroze. Soutien. Philippe Etchebest. Droiture. Emmanuel Macron. En fait, t'as Emmanuel Macron la personne et Emmanuel Macron le président. Ouais. C'est pas la même chose. Toi, tu connais la personne? Un petit peu, ouais. Ouais. C'est pas mon pote, hein, mais je dirais quand même humain. Même si mes impôts me rappellent le contraire au quotidien. Non, mais vraiment, je dirais humain, tu vois, je l'ai vu plusieurs fois, le mec qui se rappelle que t'as des enfants et tout, enfin, c'est fort quand même. Alain Ducasse. Le boss. Yannick Aleno. C'est un modèle, c'est un beau gosse. En fait, c'est le papa qu'on aurait tous voulu avoir, quoi, presque. Maurice Sacco. La famille. Mohamed Cheikh. Généreux. Mohamed, il est temps de refermer ce podcast, mais avant, t'avais une petite surprise pour celles et ceux qui nous regardent. Exactement. Puisqu'on a tant parlé de Meatpack, je voulais proposer aux gens qui te suivent et du coup à ceux qui me suivent aussi, que tu puisses proposer à 5 fois 2 personnes de venir goûter la cuisine qu'on propose à Meatpack. Magnifique. Voilà. Rappelle-nous, c'est donc à dans quelle ville? À Rosny-sous-Bois, 93. Voilà. Eh ben les amis, pour tenter votre chance, dans les commentaires, vous lâchez un petit commentaire pour Mohamed, vous likez la vidéo et vous vous abonnez et voilà. Exactement. Et on t'y ressort très bientôt. Bah, c'est gentil ça fait plaisir. Écoute, c'est spécialement pour toi Alexis, hein, tu sais, c'est un grand plaisir. Avant de se quitter, t'as le droit à une question pour moi. C'est la tradition dans cette fin de podcast. Une question, je suis obligé de répondre. Eh ben, je dirais, c'est quoi ton objectif? De vie ou aujourd'hui? Professionnel. Mon objectif professionnel, c'est... ça va être tellement, vraiment langue de bois ce que je veux dire et cliché, mais c'est d'être heureux.
Ouais, mais on veut la vérité, on veut le. Alors, Ils font des doigts d'honneur Je vais à la reformuler prod, mon c'est- truc alors. Non, mais je veux dire, tu Non, mais sais. le pari d'Alexis, c'est Ah oui. c'est une vraie question. Je me suis posé moi la dernière fois. C'est quoi le but? Quand j'ai commencé, je faisais que parler de resto. Là, aujourd'hui, je pense que les restos, ça représente 60% de mes contenus, mais il y a aussi 40%, c'est d'autres types de contenus. C'est aller découvrir des producteurs, des commerçants, faire des interviews, tu vois, te recevoir. En fait, j'ai envie de parler de gastronomie avec un grand G et pas forcément que de restaurants. Donc voilà, l'évolution que j'ai envie de donner dans les prochaines années, c'est de devenir un compte vraiment référence sur la gastronomie et faire des contenus fun et rigolos et apprendre aux gens plein de choses sur la nourriture. Et voilà. Trop bien. Voilà. J'ai bien répondu? Bah, on te souhaite pleine réussite. en Bon, tout cas. eh ben, il est temps de terminer. Pour finir, c'est très simple. Je vais te laisser tout seul. Tu as 30 secondes pour clôturer l'émission de la manière que tu souhaites. Tu peux te faire de la promo, tu peux raconter une blague, tu peux dormir, faire ce que tu veux. Tu as 30 secondes et ça commence maintenant. Merci beaucoup d'avoir été là. Et n'oubliez Merci pas à de toi. vous abonner, évidemment. Ciao. Regarde quelle caméra du coup? N'importe laquelle. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, c'était moi, Metchek, chez le Pari d'Alexis. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, si vous avez bien retenu, j'ai gagné Top Chef en 2021. J'ai le reste. J'ai une bagnole à vendre. Non, je plaisante. Alors. Non, donc, Meida, Meatpack, Chick Chill à retenir. Il y a un nouveau resto qui arrive bientôt. Une marque de sauce. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je fais plein de recettes, je partage plein de trucs aussi. Je le fais parce que ça me fait plaisir et sans but derrière. Voilà. Sortez couverts, comme dirait Rof, gardez la pêche et avalez pas le noyau. Bravo. Voilà. Merci.